Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'économie expliquée par mon père. Toujours le même. Toujours le même, toujours vaillant, voilà, fier et droit. Cambre-toi, fier si cambre. Aujourd'hui, nous allons dédier cette leçon de choses dans l'économie expliquée par mon père à un sujet qui est mis à mal ces derniers temps, qui est le droit de propriété. Alors, en effet, en tant que libéraux, la partie libérale la plus dense vous expliquera seront la plupart du temps ce qu'on appelle des jus naturalistes, c'est-à-dire qu'ils vont croire dans les droits naturels. Parmi les droits naturels, vous avez donc la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Ouais. Et aujourd'hui, nous trouvons que, effectivement, le droit de propriété est mis à mal dans plein de domaines de la société. On le voit pour ces histoires de squat, on le voit pour la loi qui vient de passer sur les logements insalubres, incroyable, qui est une atteinte au droit de propriété. On le voit dans la tentative d'euro numérique aussi également, qui est une tentative de s'approprier notre liberté de commerce et notre liberté d'échange anonyme, parce que l'euro numérique sera, comme la glèbe, attaché à la personne. C'est-à-dire, oui, on saura exactement ce que vous faites à la seconde près, entre le téléphone et les dépenses que vous faites avec votre téléphone. Si vous avez une carte de crédit dans votre téléphone, ils sauront exactement où vous êtes à tout moment et ce que vous avez fait. Et la captation, encore une fois, de l'État, en ce moment, des caisses privées, Agirc, Arco. Arco, qui est une autre tentative incroyable. Alors, pour parler de tout ça, Charles a amené ce qui lui permet... Son outil de travail. Laisse-le au sol, sinon les gens peuvent pas bien le voir. Alors, quand tu as une question, tu lui parles, tu lui dis... Comme tu es jolie, comment tu... Non, sans blague, ça m'a été offert pour le jour pour mes 80 ans par un ami. Et voilà, maintenant, il va falloir que j'apprenne à m'en servir, c'est-à-dire de le regarder profondément et de voir le futur. Vous savez, c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, il y avait une boule où on pouvait, où on pouvait regarder, discuter avec Sauron. Donc, c'était très très mal. Ça parce que bon, on est fou. Donc là, ça me permet de voir le futur. Ça me permet surtout de rigoler un coup parce que c'est marrant comme les gens pensent que ceux qui regardent dans le futur sont automatiquement des devins. C'est peut-être des gens qui simplement essayent de comprendre le monde et se disent il peut bouger que dans cette direction. Donc c'est ce que faisait Tocqueville. Quand vous lisez ce que Tocqueville a écrit sur les États-Unis en 1840, c'est encore incroyablement vrai aujourd'hui. Il n'avait pas de boule de cristal, mais il s'était servi de ce qu'il avait entre les deux oreilles, quoi. Moi, tout ce qu'on essaye de faire, c'est pas de regarder dans les boules de cristal, mais d'essayer de comprendre. Mais encore une fois, l'économie a quand même été inventée pour permettre aux astrologues d'avoir l'air sérieux. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai. Il faut pas l'oublier. Parce que la plupart d'entre eux pensent qu'on leur demande de prévoir l'avenir. Et moi, je passe mon temps à dire, personne ne peut prévoir quoi que ce soit. Si quelqu'un pouvait prévoir quoi que ce soit, le socialisme fonctionnerait, et tout le monde sait qu'il fonctionne pas. Mais rien ne vous interdit d'essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est amusant parce que la plupart des gens passent immédiatement à la prévision sans expliquer d'où viennent les prévisions qu'ils font. C'est-à-dire, on ne sait même pas si on est d'accord sur, en quelque sorte, l'arrêté des causes, sur ce qu'ils ont en vent. Non, ils vont tout de suite vous dire le PIB va monter de 2,5% l'an prochain. Ce qui veut rien dire, mais ça fait rien. Ils pensent que les gens leur demandent, c'est-à-dire qu'il y a une demande de prévision. Alors, pour revenir sur le droit de propriété, on en parle souvent ici, mais il est bon de le reciter, c'est Locke. C'est Locke, beaucoup. Locke est véritablement et incontestablement la figure tutélaire du libéralisme politique. Bien sûr. Et ses réflexions sur l'état de nature, les droits naturels et l'étendue du pouvoir législatif sont restées véritablement une référence chez tous les libéraux. Alors, dans le chapitre, donc, dans son livre du gouvernement, son traité du gouvernement civil, il dispose tout ce qui relève du droit de propriété dans un chapitre 5. Et donc tous les ressorts... alors déjà pour lui, le droit de propriété est absolument fondamental. Il est lié à la nature intrinsèque de l'être humain. C'est en ça justement qu'on les qualifie de jus naturalis, c'est-à-dire c'est des droits naturels. L'homme naît avec, de la même façon qu'on est libre et égaux, on naît avec le droit de propriété. Et c'est très important parce que ça veut dire que ça t'est pas accordé par un État ou un roi qui est gentil. C'est quelque chose que tu as en naissant. C'est pas quelque chose qui vient c'est pas un droit qu'on t'a accordé. Alors, c'est une réalité. Par exemple, ce qu'utilise Locke qui m'a toujours fait sourire, il dit ça vient du travail, sur le droit de propriété.
Si tu es dans la campagne, il n'y a rien, tu as un prunier qui appartient à personne, eh bien, les prunes appartiennent à tout le monde. Mais si tu te donnes si toi, tu te donnes un mal de chien, que tu ramasses des prunes, que tu les ramènes chez toi, dans des paniers, à ce moment-là, elles sont à toi. Mm-hmm. Et donc, si tu fais une confiture de prunes, elles sont délibérément elles sont à toi, mais on peut pas te les voler en disant que tout le monde les avait et qu'elles étaient à tout le monde. Parce que tu as mis du travail pour aller chercher les prunes. Donc, c'est dans et ça le rattache à Aristote aussi, oui, voilà. C'est-à-dire que la notion de travail fait tienne véritablement la propriété. Voilà. Alors certaines personnes comme Michel Onfray s'opposent justement à cette idée en disant que quelque part, tant que ça n'a pas été généré en droit positif, il n'y aurait pas de droit naturel. Et beaucoup de personnes se sont opposées. Droit positif, ça veut dire c'est-à-dire que tu aurais les droits naturels, ceux dont on parle, ceux avec lesquels tu nais. Si c'est pas reconnu par un État, par le législateur. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est en forme de droit positif. Le droit de propriété est antérieur et supérieur à ce que peut faire le législateur. Voilà. C'est en ça que c'est un droit naturel. Et ce droit naturel que sont aussi les autres, par exemple le droit à la sûreté, le droit de vivre en sûreté sur un territoire, et aussi de ne pas en sûreté dans son corps. Voilà. C'est ce que les Américains, dans leur constitution, appelaient la recherche du bonheur. C'est-à-dire, c'est aussi un droit naturel, c'est-à-dire qu'on doit... ça ne veut pas dire qu'on le trouvera, mais ça veut dire qu'on est avec... la possibilité de rechercher le bonheur. Alors Locke met toutefois dans cette idée deux limites. C'est normalement le droit de propriété ne doit pas priver les autres des biens nécessaires à leur survie, et ça ne doit pas non plus donner lieu à gaspillage. Alors, ce qui va peut-être aussi, ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que tu ne peux pas être propriétaire d'un autre homme. Oui, bien sûr. Mais alors ça, nous, dans notre droit positif, ça a été disposé plus loin, puisqu'à partir du moment où on reconnaît que l'homme, d'abord, le corps est indisponible, il y a une indisponibilité du corps humain, et par ailleurs, la notion inhérente qui a été consacrée dans notre constitution de dignité de la personne fait que personne ne peut s'asservir à autrui. Il ne peut pas exister de servitude volontaire. Ce qui veut dire que l'origine de l'abolition de l'esclavage, c'est le libéralisme. Complètement. C'est les libéraux qui ont dit dès le départ, non, il ne peut pas y avoir esclavage. L'esclavage, c'est quelque chose de complètement interdit. Et donc, à ce titre, l'État aussi n'exerce donc qu'un rôle de gendarme. Il n'a absolument pas non plus à intervenir dans les affaires commerciales. Et il ne peut pas intervenir, c'est ce qu'on disait autrefois, le contrat fait la loi entre les deux parties. C'est-à-dire, si un contrat qui est entre deux hommes qui s'est passé dans des conditions normales, enfin qui sont reconnues par la loi, eh bien le gouvernement ne peut pas intervenir pour changer ce contrat. Or, depuis maintenant un siècle, c'est ce qu'il fait sans arrêt. Donc, on a vraiment aujourd'hui, on est passé d'une espèce de monde dans lequel le droit de propriété était un absolu, à quelque chose où c'est devenu complètement relatif, et le gouvernement a le droit d'intervenir, l'État a le droit d'intervenir, ce qui fait que, littéralement, il n'y a plus de droit de propriété. Et on ne peut pas être libre s'il n'y a pas la propriété. Ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que si tu n'as pas, pour dire non, il faut avoir les reins solides, si j'ose dire. Donc, si tu as une propriété, si tu as ta maison, si tu as ton champ dans lequel tu cultives tes radis, etc., tu peux être libre. Mais si ton champ t'appartient plus, si on te dit que tu dois faire des patates à la place de faire des radis, etc., tu perds ta liberté. Il y a autre chose, qui est, il me semble aussi fondamentale dans les qualifications, c'est que depuis la nuit des temps, on nous explique en France que, et ça a été une des grandes perceptions, une des grandes évolutions au XXe siècle, c'est que quelque part, seuls les communistes auraient amené des évolutions sociales de valeur. C'est-à-dire que ça, voilà. Et ça, c'est très important parce que ça aurait été, si tu regardes, c'est justement un libéral, François Guizot, qui était ministre du roi Louis-Philippe en 1841, qui a limité le travail des enfants dans les usines. Oui. C'est Bastia, en 1848, qui a instauré le droit de grève, qui a permis... Et les bourses de travail. Voilà, et c'est le libéral Émile Ollivier qui a permis la création des syndicats. Et enfin, c'est le libéral Waldeck Rousseau qui lui-même a permis justement d'avoir la personnalité morale pour ces 10 syndicats. Et c'est extrêmement important tout ça, parce que ça veut dire que, par exemple, le pays qui a le niveau de vie le plus élevé dans le monde avec le moins de ressources naturelles aujourd'hui, comme on l'a dit souvent ici, c'est la Suisse.
Il n'y a jamais eu de communisme en Suisse. C'est-à-dire, c'est toujours appuyé sur une propriété qui était bien travaillée et dont on faisait bénéficier les autres. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que, encore une fois, cette gauche qui nous a fait tant de mal, essaye de capturer le logos, et en capturant le logos, ils changent la réalité. C'est-à-dire qu'ils nous disent que la réalité, c'est autre chose que ce que ça a été. Et je trouve ça absolument, c'est vraiment le bouquin d'Huxley, tu sais, où tu as la novlangue, là, oui. Où on réécrit l'histoire, ou comme sous Staline, où il y avait d'un seul coup, il y avait 4 mecs sur la photo, sur la place rouge, puis 2 ans après, il n'y en avait plus que 3, parce qu'il y en avait un 4e qui était parti au fin fond, qu'on avait liquidé. Donc... il était parti prendre des vacances au fin fond de la Sibérie, c'est son choix. D'accord, c'était son choix, oui. Et donc, on voit toujours cette espèce de tentative d'expliquer que l'intervention de l'État est justifiée et justifiable pour attaquer le droit de propriété. Et alors que ça devrait être le contraire, ça devrait être tout à fait exceptionnel. Par exemple, s'il y a une guerre, à ce moment-là, tu peux... Et je me souviens, aux États-Unis, la Cour suprême avait sorti une théorie il y a quelques années qui était le droit éminent de l'État en cas d'intérêt général, tu sais. Et donc, ils avaient le juge qui l'avait porté. Quelques années après, la municipalité dans laquelle il était aux États-Unis, il vivait, avait fait passer un droit éminent pour faire passer une autoroute juste à côté de sa maison, pour le faire braire. En disant, vous voyez, le droit éminent, c'est vachement important, mais vous, maintenant, vous en payez le prix. Donc, il me semble qu'en effet, cette histoire de dire « je représente l'intérêt général », c'est bien, mais si on l'utilise à tort et à travers, il n'y a plus de droit de propriété non plus, quoi. Donc on voit bien cette espèce de lutte, encore une fois, entre l'individu et l'appareil de coercition qu'est l'État. On le voit apparaître, c'est toujours la même bagarre qui se passe, c'est extraordinaire. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu réponds justement à des personnes... Alors, si je reprends Locke disait que le droit de propriété était un tout et était inhérent à toute personne, mais que toutefois, il ne devait pas y avoir de gaspillage. Voilà, ça c'est... Et Oppenheimer, dans un autre développement, disait oui, mais le droit de propriété ne devrait-il pas faire en sorte que chacun puisse y accéder ? Donc, est-ce que certaines personnes, prenons un Bill Gates ou un Elon Musk, constituent des personnes qui thésaurisent quelque part énormément... Attends, laisse-moi finir pour expliquer aux gens. Qui thésauriseraient comme ça énormément de propriétés, ne prendraient pas le fromage de quelqu'un d'autre dans l'esprit. Voilà. Et comment on fait pour résoudre cette équation avec ce que Oxfam nous dit tous les ans, les riches avec le libéralisme deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc quelque part, vous avez acquis le droit de propriété de quelqu'un d'autre. Vous auriez acquis le droit de propriété de quelqu'un. Vous auriez acquis par une position dominante. Alors ça, c'est une question qui est en effet extrêmement embêtante. Mais la réalité, c'est que par exemple, ça s'était passé avec l'Église catholique en France au cours des siècles. Parce que vous pouviez laisser à l'Église catholique, quand vous mouriez et que vous aviez des doutes sur votre salut éternel, vous laissiez quelques propriétés à l'Église catholique. Qui poussait bien en ce sens. Qui parfois poussait pour que vous... en disant, si vous nous laissez votre maison, on fera des messes tous les jours en votre nom et les portes du paradis s'ouvriront d'autant plus facilement. Devant vous, etc. Donc il y avait un petit peu de... C'est ce qu'on appelait la vente des indulgences, par exemple. En anglais, on dit des incentives. Incentives, voilà. Et donc, bon... Mais alors, le problème, c'est que l'Église catholique, une fois que tu lui donnais quelque chose, ça revenait pour ainsi dire jamais dans le domaine du privé. Et parfois, ces propriétés n'étaient pas très bien entretenues parce que ils avaient autre chose à foutre ou qu'elles n'étaient pas intéressantes. Donc, ça pose un problème si la propriété passe d'une personne à une institution qui la gardera ad vitam aeternam, c'est-à-dire que ça empêche la circulation de la propriété. Quelque part, il n'y a plus de vélocité de la propriété. Il n'y a plus de vélocité, ça reste... Et donc, je crois qu'au moment de la Révolution, je suis peut-être une bêtise, mais je crois que l'Église catholique possédait 30 ou 40% des terres en France. Du domaine bâti. Et aussi des champs, Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que on a fait les assignats, et puis ces propriétés sont retournées dans un siècle avant, même avant... Henri VIII en Angleterre avait piqué toutes les terres de l'Église quand il a décidé de plus suivre Rome. Donc il a piqué toutes les terres de l'Église, il les a distribuées. Donc il a
reliquéfier le domaine de l'Église. Donc le vrai problème, c'est s'il y a des gens qui, ayant arrêté de propriété, elles ne retournent plus jamais dans le secteur public, parce que ça rend... Alors, on va y revenir, parce que dans un troisième temps, j'aimerais qu'on parle de l'atteinte au droit de propriété que représente les taux zéro. Oui. Et nous avons déjà vu dans ces émissions que, quelque part, les taux zéro amenaient aussi à une captation par les gens qui ont du capital, parce qu'ils peuvent hypothéquer. Parce qu'ils peuvent hypothéquer. Donc on arrive à une captation un peu comme l'Église. Un peu comme l'Église, c'est tout à fait la même chose, mais c'est pas... Oui. Avec une hausse des prix immobiliers factice. Et une captation par les gens qui ont de quoi faire du levier. Voilà, de quoi faire du levier. Et donc, qui n'a rien à voir avec du libéralisme. Qui n'a rien à voir. On peut faire mais si on peut faire du levier, si par exemple vous gagnez sur vos affaires du 8% par an, que vous empruntiez à 5%, ça paraît raisonnable. Mais c'est pas ce qu'on a eu là. On a eu des politiques de taux zéro. On y reviendra. Donc il est exact. Et dans le droit romain, et c'est là où c'est subtil, parce que dans le droit romain autrefois, il y avait la notion de la propriété, c'était usus et abusus, c'est-à-dire on pouvait user et abuser. C'est-à-dire que si quelque chose t'appartient, tu peux le détruire. Tu avais en fait, on a un droit qui est très riche. On a pensé le droit en scindant les propriétés qu'on avait, l'usus, l'abusus et le fructus. Le fructus, voilà. Tu peux avoir le fructus de ton bien, oui. Et c'est ça qui a permis le démembrement de la propriété, Absolument. Qui a permis cette chose assez intéressante qui est l'usufruit, la nue propriété et l'usufruit. C'est assez intelligent comme façon de faire. Il y a un livre tout à fait remarquable que les gens devraient lire, qui a été fait par un homme qui s'appelait Hernando de Soto, qui expliquait pourquoi le capitalisme marche-t-il à l'ouest, se développe-t-il dans les pays de l'ouest et échoue-t-il partout ailleurs. Et il montre très bien que ce qui permettait le développement, c'était le droit de propriété. Et une fois que tu avais la propriété, tu pouvais en effet casser cette propriété, tu pouvais louer, tu pouvais vendre justement avec un bail, il y avait des tas de choses qui se passait. Tiens, il y a mon téléphone qui sonne, j'aurais dû l'arrêter. Et donc c'est vraiment un truc très intéressant, parce que donc son droit de propriété, c'est à partir de là que s'est développé à peu près toute la sphère financière, parce que vous pouvez le louer, vous pouvez le vendre, vous pouvez l'arbitrer contre une autre. Donc ça a permis, et ce que montrait Hernando Soto, il avait pris 4 pays, la Bolivie, l'Égypte, l'Indonésie, et je sais plus quel était le 4e. C'est un pays en Amérique latine, je sais plus lequel. Et il montrait que la valeur des propriétés était la même entre un pays normal et un pays comme cela, mais que, comme tu ne pouvais pas, en quelque sorte, liquéfier par le droit, les gens n'avaient pas accès à cette propriété et ne pouvaient rien en faire. Par exemple, tu peux emprunter sur ta maison pour lancer ton entreprise. Oui. Mais si tu peux pas prouver que ta maison est à toi, et que les banques sont pas en état de te prêter sur ta maison, tu lanceras jamais ton entreprise. Donc, c'était tout à fait étonnant ce livre, parce qu'il montrait que le cœur du développement depuis le XVIIe, c'était cette sanctification du droit de propriété. Et c'est ce qu'on est en train d'enlever aujourd'hui. Et je suis absolument étonné, parce que finalement, bien que ce soit dans le préambule de notre Constitution, je crois le droit de propriété, c'est un droit absolument constitutionnel, chaque attaque, mais personne n'en parle, quoi. Je veux dire... En tout cas, personne n'en parle comme véritablement une atteinte au droit de propriété. Alors, on a vu, au moment du Covid, quand même ressurgir des boucliers, quand même, pour l'atteinte au droit de circulation. Et voilà. Mais le droit de propriété est un droit tout aussi important. Or, on voit des atteintes au droit de propriété pur et dur avec les phénomènes de squat. Tous les squatteurs, vous louez votre... Il est quand même pas normal de passer 2 ans de procédure judiciaire alors qu'on a un acte valable de propriété. Ça devrait être résolu dans la semaine. Et il peut pas y avoir d'acquisition de propriété s'il n'y a pas eu un contrat qui soit de location, soit de vente. Voilà, donc il n'y a pas de contrat, vous montrez votre titre de propriété devant notaire en disant « je suis le propriétaire » et les forces de l'ordre devraient mettre tout le monde dehors. Et il n'y a pas de « oui, mais c'est l'hiver, il fait froid », c'est pas notre problème. Moi, en tant que propriétaire, je paye des impôts pour que l'État règle ça, à charge pour lui, de gérer les indigents. Donc, cette espèce de dérive du droit, c'est fait, et vous remarquez que la quasi-totalité des dérives du droit se passe contre le droit de propriété. C'est-à-dire qu'il y a une attaque violente qui est faite par le système juridique, le syndicat de la magistrature, etc., contre cette base de notre civilisation. Et c'est ça
qui tue petit à petit Quand on dit qu'il n'y a plus de droits, qu'il n'y a plus de société industrielle en France, je peux montrer aussi que c'est simplement parce qu'elles ne peuvent plus, par exemple, acquérir le foncier. Tu vois, simplement, l'endroit où mettre l'usine, maintenant, il y a tellement de trucs de machin que toi, tu as un bout de terrain que tu voudrais vendre à une usine, tu peux pas parce qu'il y a je sais pas combien de règles qui ont été faites pour dire que tu vas émettre un gaz qui va tuer les rats tout à fait spéciaux qui existent dans le coin, ou j'en sais rien. Donc. Mais tu avais fait un papier il y a quelques années sur la valeur agricole des terrains en France. On était les plus faibles en Europe, alors qu'on a la terre la plus riche, à cause des SAFER qui ont complètement préempté le droit de propriété des paysans. Et ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal que notre terrain en France, qui est quand même absolument fabuleux, coûte moins cher que la Hollande. Oui, la Hollande, mais c'était même... Attends, bouge pas, c'était moins que l'Espagne. Non, mais voilà. Qui est toute pelée, quoi. C'était extraordinaire. Alors que nous, on a la Normandie, la Bourgogne, qui sont des terrains fabuleux. Et la Beauce, qui sont extraordinaires. Donc, la Brie, la Picardie, enfin, on a des coins. On était c'était quoi, pâturage? La Beauce, la Brie, la Picardie sont les 3 greniers de Paris. Non, ça c'était bien, mais c'était, la phrase de Sully, c'était labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. De la France. Mais c'est vrai, c'est exactement ça. Donc, on a enlevé. Alors, ça a une autre importance, c'est que d'habitude, les paysans ne gagnaient pas bien leur vie. Mais quand ils arrivaient à la retraite, ils vendaient leur terre ou ils le donnaient à leur fils, ou j'en sais rien. Et avec ça, ils pouvaient vivre avec l'argent, ils pouvaient prendre une retraite tranquille. Tandis que là, comme ça ne vaut plus rien, les pauvres paysans, ils crèvent de faim à la retraite. Alors non seulement ils crèvent de faim, mais je peux te dire que s'ils ont le moins de problèmes et qu'ils doivent aller en EHPAD parce qu'ils sont bloqués, ils ont de l'arthrose, ainsi de suite, ils peuvent même pas payer l'EHPAD. Hein. Ah non, personne. Oui, c'est vrai ça. Donc si t'as pas d'enfants, ou si les enfants sont partis en ville ou quoi que ce soit, je peux te dire que la situation est extrêmement tendue. Et les femmes, souvent, qui travaillent à moitié, tu parles, elles travaillent là, mais elles font l'administratif et tout, elles ont pas assez cotisé, elles se retrouvent avec des retraites de 600 balles par mois. Absolument. Donc ça, je l'ai vu. On voit bien qu'il y a un désir, en quelque sorte, sous-jacent de toute partie de la population, et certainement de ceux qui mènent l'État, de collectiviser la propriété. C'est-à-dire qu'ils font exactement ce que l'Église a fait dans le temps, c'est-à-dire qu'ils s'accumulent les biens, et ensuite ils les gèrent comme des cochons. Et donc, de plus en plus, on rentre dans un monde où la propriété n'est plus source de prise de risque, mais est accaparée par des gens qui la thésaurisent. Et alors, ce que je trouve d'absolument remarquable, c'est que dans un même temps, alors qu'il y a une captation justement par l'État de plus en plus qui rogne sur les libertés, les quelques hommes d'affaires, capitaines d'industrie, qui arrivent à s'en sortir, comme Bernard Arnault, qui a fait fructifier. Alors, je ne le connais pas, on ne le connaît pas, ou Bolloré, ou ainsi de suite, sont vilipendés, mais tous les jours. Je pense que si on enlève le mot Bernard Arnault à LFI, ils ne survivent pas une seule journée. Ils éructent tous les jours de Bernard Arnault, à tel point que tu te dis, mais enfin, qu'est-ce qui génère toute cette haine quand même ? Tu peux pas t'empêcher de te dire, écoutez, je comprends que vous ne l'aimiez pas, je comprends que ce soit quelqu'un qui a du capital, mais enfin, quand même trouver un autre jeu, ça devient lassant. Et alors, je voudrais expliquer aussi autre chose, puisque tu dis ça aussi, c'est que c'est assez important. On a souvent ici parlé de la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% de la richesse est créée par 20% des mecs. Alors, prenez Hermès, prenez LVMH. Il y a 40-50 ans, ils travaillaient en France. Donc, ils avaient 80% du marché du luxe en France. Et puis, il y a eu cette extraordinaire globalisation, et maintenant, c'est devenu des marques mondiales. Et comme ils étaient les meilleurs, ils ont pris 80% du marché mondial. Et donc, la fortune de Bernard Arnault a été multipliée par 1 million, parce que d'un seul coup, le marché, et c'est tout, la loi de Pareto fonctionne, qu'il y ait 10 000 personnes qui en aient 10 milliards, tu vois ce que je veux dire ? Ils ont pris 80% de la richesse dans le marché du luxe mondial. Et donc, tant mieux pour lui, si j'ose dire, parce qu'en même temps, c'est vaut mieux que ce soit lui qui le fasse plutôt qu'un Italien ou un Espagnol, mais derrière ça, il y a le refus de tous ces gens de comprendre que la richesse est créée par un nombre limité de gens. Et ceux-là, ils savent particulièrement bien utiliser leur propriété. Mais si on les empêche, ça veut pas dire qu'il y aura la même quantité de richesse qui sera créée, mais il n'y aura pas de richesse créée du tout. Donc, ceux qui attaquent Bernard Arnault sont favorables au Venezuela. Oui. Où tout le monde crève de faim. J'ai vu par exemple... Rappelons que le salaire est tel qu'il est équivalent à $3,53 américains par mois. Oui. Mais en plus, j'ai entendu M. Mélenchon
ou quelqu'un me l'a raconté, je sais plus, et on lui posait la question d'où vient l'inflation. Il disait ça vient du capitalisme. Mais je signale qu'au Venezuela, où il n'y a plus de capitalisme, l'inflation est à 10 000% par an, quoi. Donc, vous voyez à quel point ces gars-là ont une espèce d'a priori où ils vont vous donner la réponse. C'est comme dans Molière, c'est le poumon, vous dis, tu sais, c'est vraiment le type, le médecin Barré-Rues, je sais pas quoi. C'était toujours le poumon, le médecin, il dit. Donc vous avez des gars qui ont des espèces de réponses automatiques. Vous mettez une pièce dans un Bélenchon et vous avez la même réponse, quelle que soit la question. Donc c'est le niveau zéro de la pensée. Je ne tiens pas à dire que les phénomènes sont complexes, mais le droit de propriété, c'est la base sur laquelle s'est fait le développement économique depuis 2 ou 3 siècles. C'est-à-dire que l'État ne peut pas vous voler. Et encore une fois, j'essaye d'expliquer aux gens que la question essentielle de l'économie et de la science politique, si ça existe, enfin de la science politique et de la science économique, mettons, qui sont ni l'un ni l'autre des sciences, mais enfin, c'est vous organisez dans une nation, de cette nation sort un État, vous lui donnez le monopole de la violence légitime, et ensuite, comment vous contrôlez ce monstre ? Et le seul outil de contrôle, il y en a 2, c'est le droit et la propriété. Si vous enlevez ces 2-là, les camps de concentration sont inévitables. Et alors, pour revenir là aux 2 atteintes qui nous pendonnaient, littéralement, on a donc, et ça il va falloir quand même râler, la captation des retraites privées à Agirc-Arrco, j'aimerais que tu en parles 5 minutes, et la tentative d'euro numérique. Et là aussi, il va falloir hurler comme des petits gorés, quand même. Il va falloir... Voilà. Alors, Agirc-Arrco. Agirc-Arrco, vous avez un système de retraite en France où vous avez des retraites publiques, etc. Bon, vous avez vu, il y a eu des négociations syndicales. Bon, tout ça, c'est... On se demande pourquoi l'État doit s'occuper des retraites, mais enfin, ça, c'est autre chose. Et puis, vous avez des institutions privées qui sont des fonds de pension, et auxquels, par exemple, les cadres ou les employés du secteur privé on souscrit, c'est-à-dire qu'ils versent de l'argent chaque mois. Cet argent arrive dans une caisse et ensuite c'est investi, souvent en fonction de directives données par l'État, mais enfin c'est pas mal investi. Et je crois qu'aujourd'hui, les réserves de l'Agirc-Arrco, c'est-à-dire ce qu'ils ont pour payer les retraites dans les années qui viennent, c'est quelque chose comme 58 milliards d'euros. Donc c'est bien. Une jolie cagnotte qui a été bien gérée au travers du temps. Qui a été gérée convenablement au travers du temps. On aurait sans doute pu faire mieux, mais enfin ils ont très bien fait. Et l'État... qui a promis lors de ces réformes des retraites l'an dernier, qui sont passées avec tellement de grâce et force poubelle brûlée. Ils ont promis de donner d'abonder des retraites de gens qui en avaient pas, comme je sais pas quoi, les agriculteurs ou qui pour des raisons X, Y ou Z n'avaient pas pu abonder leur propre caisse de retraite. Et donc l'État veut piquer en disant comme on a pris des mesures qui vont faire que vos retraites vont vous coûter moins cher, puisque l'État en prend un petit peu plus, on va vous repiquer 3 ou 4 milliards. Mais attendez une seconde, là on se trouve devant un contrat qui a été passé entre les caisses de retraite qui sont gérées par les syndicats et leurs administrés. D'où l'État vient avec ses gros doigts, sur la base de quoi ? Sur la base de quoi ? Quelle est la justification ? L'intérêt général, mais attendez une seconde, l'intérêt général, en principe, on le règle par les impôts, pas en allant piquer les actifs des autres. Donc on voit ça, vous avez quelque chose qui est la propriété des salariés, qui est dans le fond... Sur la base d'une loi qui viendrait influer sur un contrat qui a été passé antérieurement. Donc une loi qui aurait quelque part un effet rétroactif. Ce qui est en principe tout à fait... Sauf pour les lois pénales. Donc je ne comprends... Enfin certaines. Je ne comprends même pas comment légalement la chose n'est pas entachée de vice dès le départ. C'est-à-dire que normalement ça devrait être présenté au Conseil d'État ou au Conseil constitutionnel qui le déclarait nul et non avenu. Mais comme ce sont eux-mêmes... que des fonctionnaires qui ont été en classe avec Macron, ils vont trouver que c'est très bien que l'État intervienne. Donc c'est là où c'est que le vrai problème que l'on a, c'est que dans le fond, ceux qui rendent la justice au nom de l'État, pour défendre les particuliers contre l'État, font maintenant partie de l'État. Et donc, ils sont plus du tout neutres. Non. Et donc, on voit très bien qu'ils sont prêts à tout pour continuer à faire croître ce monstre.
Et moi, si vous voulez, je comprenais que les gens gueulent dans la rue pour leur retraite, etc. Mais il me semble qu'il faudrait vraiment que tout le monde descende dans la rue pour gueuler contre la nationalisation d'Agicarco. Il n'y a aucune raison. Je suis quand même encore sous le coup d'entendre toutes les semaines et de bouches différentes que le problème dans notre monde aujourd'hui serait le libéralisme. Alors qu'on observe absolument tous les jours une mainmise croissante de l'État, une gestion croissante de l'État sur nos vies avec une atteinte à nos droits naturels constamment. Mais c'est le débat qu'on a eu avec... Oui, mais si tu veux, même l'atteinte donc là au droit naturel qui est le droit de propriété, et Dieu sait que la sûreté aussi est mise à mal. C'est-à-dire... les deux vont de pair. Oui, bien sûr, c'est vrai. Les deux vont de pair, à partir du moment où l'État se croit autorisé à te voler la petite frappe en banlieue ou je ne sais où, se dit, si l'État a le droit de voler, ça veut dire que quelque part, ça n'a pas été acquis honnêtement, donc j'ai le droit de voler moi aussi. Donc on a un vrai problème, c'est-à-dire que, comme les riches ne volent pas, ou ils volent d'une façon différente plutôt, mais comme ils ne vont pas voler une miche de pain, ça veut dire que ceux qui on doit rendre la justice en faveur des non-riches, des pauvres, il faut les autoriser à voler. Donc on est arrivé dans un paradoxe extraordinaire, c'est que maintenant, le droit de propriété est conçu à l'envers. Tu as le droit, c'est ce qu'on a... Je me souviens, au début des années 80, avec Mitterrand, on avait reçu l'ordre, les juges, de ne plus parler de vol, mais d'appropriation sociale. C'est-à-dire que tu t'appropriais des trucs socialement parce que c'était pas juste. Mais à ce moment-là... dans ces cas-là, il n'y a plus de légalité. Il n'y a plus de droit. Oui, il n'y a plus de droit. Donc s'il n'y a plus de propriété, il n'y a plus de droit... Et là, je voudrais revenir encore une fois à mes chers évangiles. Vous allez me dire, il est bien gâteux. D'abord, j'ai le droit, j'ai 80 balais. Tout le monde a le droit d'être gâteux. Mais surtout, vous avez une parabole qui est célèbre, c'est celle d'un maître qui établit une vigne, qui fait des travaux d'investissement, qui fait tout ce qu'il faut, puis il en donne la gestion à des gens. Et puis, quelques temps après, il envoie... des intendants réclamaient le loyer, puisque donc les syndicalistes locaux tapent sur les mettent dans des puits, enfin. Et à la fin, le maître dit, mais en fait c'était les prophètes, hein. Et le maître dit, moi je vais envoyer mon fils, parce que comme ça au moins peut-être ils le respecteront. Et alors les syndicalistes voient arriver le fils avec une énorme joie en disant, maintenant comme c'est son fils, on va pouvoir le tuer et ça sera à nous. Et ce qui arrive, c'est qu'à ce moment-là, le maître se fâche et tue tout le monde et liquide tout le monde. Et tous les apôtres disent, ouais, c'était très bien et tout. Mais ils se rendent pas compte que ce que cette parabole nous dit, c'est dans le fond la sainteté du droit de propriété. C'est-à-dire, si tu as passé un contrat où tu as quelque chose avec toi et tu le loues avec un métayer pour le travailler à ce moment-là, personne n'a à intervenir dans cette relation. Et si elle est cassée d'un côté, ça s'appelle du vol. Et si le vol est entériné par un acte comme une loi, ça n'empêche pas que ça reste un vol. Ce que disait Bastia, qui était remarquable, c'est dès que les gens veulent voler, ils trouvent des raisons sociales de créer des lois pour justifier leur vol. Et c'est ce qu'on voit tout le temps. Donc, pour finir dans la grande idée de vous n'aurez rien et vous serez heureux, est-ce que tu peux nous parler de la tentative d'euro numérique ? Alors là, c'est extraordinaire. Dans la captation du droit de propriété. Oui, ça va nous amener à un autre développement, mais qui est important aussi, c'est que, vous savez, je vous ai dit que cet homme qui s'appelle Elon Musk avait eu cette intuition que je trouve brillante. Vous avez la monnaie, en dessous, vous avez le système capitaliste, on vend des trucs, on en achète, etc. Et pour faire bien fonctionner le système capitaliste, on a inventé la monnaie qui était je ne me souviens jamais, operating system. C'est le système d'exploitation. Le système d'exploitation du système capitaliste. Donc, si tu veux, il faut que les gens s'imaginent que vous avez au-dessus une espèce de monnaie et en dessous une machine, et que ce qui fait tourner la machine, c'est le système d'exploitation au-dessus. Et donc, chaque transaction se fait en monnaie. Bon. Mais si toi, tu as un FADA de contrôle, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui, avec les ordinateurs, toutes les transactions se font par ordinateur et ça laisse toujours des 0 et des 1 en trace partout. Donc, pour la première fois dans l'histoire, le pouvoir peut connaître toutes les transactions en remontant
les bilans et les comptes d'exploitation des banques, quoi. Tu vois, c'est sauf les billets. Les billets, là, ça passe pas. Mais si t'es un fada de contrôle, ce qu'ils sont tous, hein, ils sont tous malades dans leur tête. Si t'es un gros fada, tu te dis, ce serait quand même plus simple si toutes les transactions se passaient dans un seul endroit. Parce que là, j'ai même plus besoin de demander la permission puisque ce sera la Banque centrale. Donc je fais une monnaie numérique où Charles Gave aura un compte à la Banque centrale et comme ça, je pourrais regarder le compte de Charles Gave, toutes les transactions qu'il a faites, sans exception, sans avoir demandé la permission à personne. Et donc, ils essayent, dans le fond, d'enlever la monnaie qui était à l'échelle, la monnaie courante qui était en bas, pour ramener le contrôle en haut, et comme ça, ils contrôlent tout. Et donc, c'est une atteinte à notre liberté, parce que, comme disait l'autre, j'ai rien à cacher, mais il y a des tas de choses que j'aimerais pas que les gens sachent, quoi. Oui, mais ça, c'est normal. Non, on n'est pas tous... je veux pas faire des saloperies, mais enfin... de temps en temps, si je veux donner de l'argent à une vieille petite amie ou j'en sais rien, après tout, qui ça regarde. Mais ça permet ensuite de te faire chanter en disant, dis-moi, vous avez donné à cette vieille petite amie là qui était dans le besoin. Et tout le monde serait peut-être pas content qu'on ait donné à la vieille petite amie, tu vois. C'est un moyen de chantage et donc, c'est une tentative totalitaire de prendre le contrôle de la monnaie. Mais je voudrais rajouter autre chose, c'est que pour que les transactions, tu sais, ça c'est deux niveaux, donc la monnaie ici et en dessous l'économie. Pour que les transactions dans l'économie soient de qualité, il faut qu'il y ait suffisamment de monnaie qui ait été créée, mais pas trop. Oui. Parce que si tu crées beaucoup trop de monnaie là-haut... Comme ça a été le cas. Tu fausses les prix, et en particulier, les gens qui sont pas au courant vont te vendre, par exemple, un appartement sans comprendre que dans 2 ou 3 ans, il sera beaucoup plus cher. Oui. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu permets aux gens qui sont proches de toi, qui peuvent t'emprunter, d'emprunter pas cher du tout, puisqu'ils maintiennent des taux bas, pour racheter les actifs productifs en dessous. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ça fait un immense transfert de richesse. Ce dont je parlais tout à l'heure. Vers les riches. De la captation de la propriété, quand je disais qu'il ne devait pas y avoir de gaspillage suivant les uns et les autres, en tout cas suivant Locke, et que, je ne sais plus si c'était Molinari... Mais le gaspillage, si tu veux, en fait, c'est un problème. Mais le vrai problème, c'est le contrôle par l'État de ce système de création de monnaie qui permet de fausser les prix du temps. Mm-hmm. Et quand les gens ne comprennent pas que les taux d'intérêt, c'est le prix du temps, ben, si tu réussis à avoir des actifs beaucoup moins chers, si tes copains manipulent pour toi, quoi. Et donc, ça pose le problème aussi, cette histoire, c'est qui est propriétaire de la monnaie et comment doit-elle être gérée? Et c'est une vraie question, parce que ça peut pas être un bien public, ça peut pas être l'État, parce qu'on sait qu'il va nous voler. Ça peut pas être particulier, parce qu'il n'y a pas de gain de productivité dans la monnaie. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça sera pas mieux géré si c'est géré par le secteur privé, parce que il n'y a pas de gain de productivité, c'est la monnaie. Donc c'est une espèce de bien commun, la monnaie. Un bien commun, ça doit être géré, mais ça doit être administré, mais pas géré, en quelque sorte. Et c'est là où j'étais très, très, très intéressé par la Bundesbank pendant des années, pendant très longtemps, toute ma vie même. Parce qu'ils avaient trouvé une espèce de façon de gérer ce bien commun qui était respectueux du bien commun. C'est-à-dire que les gars qui étaient au conseil de la Bundesbank, ils étaient constitutionnellement indépendants du pouvoir politique. Hein. Donc les gars qui étaient à l'intérieur de la Bundesbank, ils se sélectionnaient, ensuite ils passaient devant une commission de l'Assemblée ou du Sénat, et ils étaient entérinés ou pas, et ensuite ils étaient littéralement responsables sur leur bien propre. Si j'avais, ce qui stimulait les gens quand même, de l'absence d'inflation ou n'importe quoi. Donc, le grand problème de notre époque, c'est on peut pas vraiment retourner à l'état d'or parce qu'il n'y en a pas assez, qui est une façon de contrôler ça. On peut pas laisser le contrôle de la monnaie assez foutraque. Juste, je t'arrête 2 minutes, parce qu'il y a quand même des gens, et j'en ai encore vu un économiste suisse, dont j'ai oublié le nom parce qu'il n'est pas très connu, qui disait, oui, il faut retourner à la monnaie or.
on est quand même d'accord qu'aujourd'hui, avec la population mondiale qui est la nôtre, on ne pourrait pas commercer en or. Non, c'est quasiment impossible de commercer en or. Mais en plus, le vrai problème, c'est qu'on a accumulé des dettes monstrueuses en manipulant. En plus, dans le système. Or, dès qu'on retourne une monnaie or, c'est d'une quantité fixe, on va rentrer en déflation. En déflation directe. Et donc, tous ces gens seront incapables de rembourser la dette et on va être dans une merde noire. Comme après Charles Quint. Donc, il va y avoir d'un seul coup un écroulement de la quantité de monnaie, les banques vont sauter. Donc, c'est pas ni souhaitable, ni faisable, pratiquement. Mais c'est pas praticable, quoi. C'est tout. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que le capitalisme a quand même toujours eu, à différentes périodes différemment, mais un problème avec ce système monétaire au-dessus, parce que la tentation pour l'État de s'en emparer, ou par le secteur privé de s'en emparer, parce que si tu réussis de t'en emparer, qui était le secteur privé... Comme l'Église. Comme l'Église autrefois. Là, il s'était emparé d'une bonne partie du système en dessous, l'Église. Mais je peux te donner un exemple, c'est que les biens de l'Église, tu sais, ensuite, on a fait des assignats en France qui étaient basés sur la valeur de ces biens d'Église. Puis au bout d'un certain temps, on en a fait beaucoup trop. Oui. Donc les assignats sont écroulés. Mais tu pouvais toujours acheter des biens d'église avec leur valeur faciale. D'accord. Donc ceux qui avaient accès aux assignats, par exemple, eux, ils pouvaient arriver et s'acheter quelques centaines d'hectares dans la plaine de la Garonne. Un prieuré, oui. Pour rien. Mais parce qu'ils étaient près de l'émetteur d'assignats. Donc celui qui est près de l'émetteur de la fausse monnaie... c'est toujours l'histoire avec un petit bras et un très long... Un petit bras d'un côté, c'est pour distribuer, et un bras très long, là-bas, c'est pour rattraper. Et ça me fait toujours rigoler, parce que c'est ça, parce que je passe des assignats. J'avais des amis, mes parents avaient des amis quand on était dans la plaine de la Garonne, là-bas. Et on recevait il y avait des gens très bien, je dirais les noms, puis il y avait d'autres gens qui étaient très bien aussi. Et les premiers des gens très bien ont dit à mes parents qui arrivaient dans la région depuis quelque temps, leur ont dit, vous savez, ces gens très bien de l'autre côté, ils sont pas si bien que ça, parce que au moment de la Révolution, leurs ancêtres ont acheté des biens... des assignats. Avec des assignats. On est 250 ans plus tard. Mais c'était des gens douteux, tu vois ce que je veux dire? Donc, le corps social se rendait compte qu'il y avait eu une carabistouille, et que l'origine de la fortune de ces gens-là, mais c'est assez rigolo parce que... Ce qu'il y a de bien avec l'éducation nationale, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne se souvient de ce que sont les assignats, donc les nouvelles générations vont sûrement s'entendre très bien. C'est pas ça, les gens... Je vois très bien de qui tu parles d'un côté et de l'autre sans que tu m'aimes dire bien le sûr, nom. je vais pas donner les noms parce qu'ils sont assez connus dans le coin, mais c'était assez rigolo. Mais autre truc, bon, la France avait une dette pas possible en 1797 où... Qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut pas la rembourser. La dette à l'époque la dette française valait à peu près 5% de sa valeur faciale. Donc rien, quoi. C'était en faillite, quoi. C'était quasiment en faillite. C'est les guerres napoléoniennes. Enfin, c'était les guerres révolutionnaires. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, on va faire la faillite des 2 tiers. Oui, la fameuse. Et donc, la dette va valoir 33%. Mais elle était dans le marché à 5. Oui. Et donc, si tu étais au courant avant, qu'est-ce que tu fais, toi, si tu es un gros malin? T'en achètes plein à 5, t'attends que la faillite des 2 tiers ait lieu, et tu attends ton papier qui va te donner 33. Bah oui. Et c'est comme ça qu'il y a toute une série de grandes fortunes qui ont été faites, qui existent encore aujourd'hui. Donc, si tu es près de celui qui manipule la monnaie, tu peux faire de l'argent de façon absolument inimaginable en pillant le secteur en dessous, le vrai secteur. Et c'est pour ça qu'ils veulent le contrôle de la monnaie. Oui. C'est pour pouvoir piller le vrai secteur. Mais ils l'ont fait déjà pratiquement. Tu parles bien, depuis les taux d'intérêt, depuis Bernanke, ça va faire 20 ans, non? Ça fait 20 ans qu'ils nous pillent. Mais nous serons heureux parce que nous n'aurons rien. Mais là, je finis par me demander s'ils n'en sont pas arrivés, j'ai envie de dire, à la lutte finale. Et les gens s'en rendent compte et il reste
plus grand-chose à piller, sauf ceux qui étaient près du pouvoir et qui en ont bénéficié. Parce que qui leur restait-il à piller, à part Bernard Arnault, qui lui-même a profité du système? Il a profité du système, et lui, il a profité plutôt de la globalisation. Il n'a pas profité de ce pillage-là. Bah si, quand même, il a acheté des appartements, des grands immeubles sur les Champs-Élysées. Par exemple, ne me dis pas que c'est pas en faisant leverage. Oui, non, bien sûr, parce qu'il pouvait mettre de l'argent. Mais c'est pas... La fortune de Bernard Arnault, il a de l'immobilier, ça va sans dire, plus que je n'en aurai jamais, et que je souhaite en avoir d'ailleurs, mais l'origine de sa fortune, c'est quand même une affaire industrielle qui vient du bas. Bien sûr. C'est pas un vol. Tandis que ceux qui ont fait des éoliennes, qui ont fait fortune en vendant des éoliennes, ça, c'est du vol pur et simple. Donc, si vous voyez, les éoliennes ou les moulins à vent et tout ça, c'est de l'utilisation de l'État pour des raisons... ceux qui ont pillé EDF... Oui. Ça, c'est du vol. Ceux qui ont pillé Areva, ceux qui ont pillé Alstom. Tout ça, ceux qui ont pillé Alstom, ça, c'est tout à fait autre chose. Monsieur Frick, le bien nommé, dont on attend toujours le procès, d'ailleurs. Je ne sais pas où c'est les affaires Lavergeon et compagnie. Donc, vous avez eu... Donc, le danger que les gens ont du mal à comprendre, c'est pas que l'État s'empare de tout la zone productive, parce que ça, on sait que ça marche pas, c'est qu'ils réussissent à s'emparer de cette superstructure monétaire et qu'ensuite, ils s'en servent pour acheter des trucs à un prix qui ne serait pas le bon prix parce qu'ils ont... Et donc ça veut dire que la propriété que tu as en dessous, quand ils manipulent la monnaie en haut, tu ne sais pas ce qu'elle vaut, tu n'as plus de propriété parce que tu ne sais pas exactement ce qu'elle vaut. Regarde les paysans avec les affaires. Si toi, tu savais demain qu'ils vont supprimer les affaires, tu t'achèterais des terres agricoles comme une malade parce que le prix va multiplier par 10. Oui. Et donc ça, c'est un truc qui dépend de l'État, c'est de là-haut, ça dépend pas du système en dessous. Le système en dessous, il est vérolé par la non-propriété. Et donc le vrai problème, c'est qu'on est en train de se rendre compte que ce droit de propriété, tu peux le tourner, tu peux le biaiser, tu peux l'en abuser, si tu prends le contrôle de la monnaie au-dessus. Et ça, c'était un truc auquel Locke n'avait pas pensé, parce qu'à l'époque, c'était l'état l'or, donc où tu avais l'or, ou tu l'avais pas, il n'y avait pas de question. Quoi. Donc c'est un truc intéressant, parce qu'on voit bien la conceptualisation de la monnaie qui a eu lieu, permet aussi toute une série de saloperies. Oui. Sur quelque chose d'aussi précis que le droit de propriété. Pour moi, c'est une des découvertes que j'ai fait dans les dernières années, quoi. Et comment crois-tu qu'on puisse aujourd'hui se prémunir contre cette invasion de nos droits, quelque part, cet irrespect presque aussi? Parce que le droit de propriété, on peut à chaque fois, évidemment, porter nos voix sur la tentative d'euro numérique, aujourd'hui sur la captation d'Agir Carco, qui sont autant de petits coups de contrat. Ils iront faire autre chose d'ailleurs, ils en feront d'autres, ils essaieront à nouveau. Eh bien, la réponse est... Bon, déjà, s'éveiller et en prendre conscience. Et je pense qu'il faudrait être beaucoup plus actif, en tout cas dans la dénonciation, par exemple, des squats et ainsi de suite. Demander à nos juges des résultats et mettre les députés... qu'on ne permette pas aux juges d'intervenir dans un contrat qui n'a pas lieu. S'il n'y a pas de contrat, tu ne peux pas avoir de changement de propriété. S'il n'y a pas de contrat... Non, mais c'est-à-dire, il devrait y avoir la possibilité de faire intervenir les forces de l'ordre à partir du moment où tu montes ton acte notarié. Ouais. Et la chose devrait être diligentée, aller dans le mois... C'est ce qui se passe au Texas. Au Texas, il te vire le gars en 1 minute et c'est tout, quoi. Non, mais j'imagine n'importe où tu vas voir ton notaire, tu dis, est-ce que vous pouvez me sortir mon acte de vente, puisque s'il est chez toi, bon voilà, et tu dis c'est à moi, et les forces de l'ordre... impôts que tu payes pour ça, doivent intervenir pour faire respecter ton droit de propriété. Absolument, mais donc il faut... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation ainsi faite où les juges pensent que leur devoir, c'est d'aider le locataire, même s'il n'en est pas un, contre le propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire, celui qui a une propriété, le droit de propriété, la propriété, c'est le vol, disait Proudhon. Mais enfin, il a changé d'avis après, mais il avait dit cette imbécilité avant.
Il a beaucoup écrit, il a beaucoup vendu, il a beaucoup dit de bêtises aussi, Proudhon, mais il n'a pas dit que des bêtises. Il a évolué à la fin, c'est marrant parce que... Il a évolué complètement à la fin, il trouvait que c'était pas si mal que ça, le droit de propriété. Oui, mais alors c'est marrant parce que il disait justement, il reprenait la pensée de Thiers, qui lui-même avait écrit toute une partie à l'époque sur le droit de propriété, et il disait finalement le droit de propriété, disait Proudhon. Alors, il qualifie la pensée de Thiers de bucolique et lui-même venait dire oui, le droit de propriété est valable si on conserve son moi indompté. Alors, je me dis en termes de pensée bucolique, donc il faut que tu aies un droit de propriété, mais que tu conserves ton moi indompté. Le moi indompté, c'était un peu ce qu'avaient fait les pères fondateurs des États-Unis. Pour que le moi reste indompté, on avait le droit de s'armer. Et ce qui était, normalement, si tu veux, la défense naturelle du droit de propriété, c'est le bazooka si on vient te la piquer, quoi. Oui, ça, c'est un côté très Ayn Rand. C'est action-réaction. Mais dans l'histoire, on a rarement trouvé quelque chose d'autre que de tirer sur les gars qui étaient chez toi parce qu'ils n'avaient pas le droit. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est fou ce que ça limite, après ça, les intentions des... Encore une fois, on arrive toujours à la même chose. Ça a été démontré aussi par une toute école de pensée de l'université de Chicago, là, qui était avec Gary Becker, etc. C'est que si le crime paye, eh bien, le crime a lieu. Mais alors, autre chose aussi dont que le législateur, enfin les gens dans la vie ne prennent pas en compte, c'est que en ne respectant pas le droit de propriété, on ne fluidifie pas, on ne permet pas au marché d'être fluide, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un propriétaire se dit, ok, je vais avoir un locataire, potentiellement s'il ne paye pas, je vais avoir 2 ans de procédure légale, 3 ans judiciaire pour le faire sortir, et donc on se retrouve, moi j'habite dans un quartier, je regarde en hiver, honnêtement, il y a plein d'endroits qui ne sont pas habités. Les gens, et ça va être renforcé par le fait de déclarer aujourd'hui certaines habitations non conformes parce que des passoires thermiques et ainsi de suite. C'est un autre truc. Imaginez. Donc on va se retrouver avec un marché déjà tendu, des locations encore plus tendu entre le droit de propriété qui n'est pas respecté et des nouvelles normes complètement aberrantes. C'est Hervé Juvin qui m'a alerté sur ce sujet-là, c'est qu'ils sont en train de faire passer des lois pour... vous avez, paraît-il, des choses qui sont louées. Des passoires thermiques. Des passoires thermiques. Donc, on a décidé, ça représente à peu près 15 à 20% des logements. Le législateur a décidé que ces choses-là ne pourraient plus être louées. Mais attendez une seconde, il y avait des gens dedans. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous ne pouvez plus le louer... j'imagine qu'ils vont rester vides, mais on n'a pas bâti 15 à 20% de logements neufs pour le prendre en charge. Donc le prix des logements anciens va exploser à la hausse. Mais ce que j'ai vu plus étonnant, c'est une autre chose qui est passée dans cette loi complètement imbécile, c'est qu'il disait que si le locataire qui était là depuis longtemps pouvait prouver que c'était un truc, une passoire thermique, etc., il pouvait réclamer à son propriétaire l'ensemble des loyers qu'il lui avait versés. Non, mais c'est complètement rétroactif, ça. Donc, tu fais payer aujourd'hui un propriétaire qui l'a loué il y a 10 ans à un gars. Sur une loi qui n'existait pas. Sur une loi qui n'existait pas, et mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes ces propriétés ne valent plus rien. C'est-à-dire que toi, tu t'étais fait une spécialité des logements un peu merdiques parce que ça se louait bien, puis ça tournait beaucoup, donc tu n'avais pas d'ennui avec tes locataires. Et d'un seul coup, tout ton parc immobilier, sur lequel tu as peut-être pris des dettes, Dada, ça vaut 0. C'est invendable et inlouable. Et alors, mais tu te rends compte l'écroulement de la valeur? C'est encore ce qu'il y a de mieux, c'est que j'ai vu qu'en plus, l'État allait augmenter la TVA sur les travaux de rénovation. Donc, on va passer à une TVA à 20%. Donc, tu te dis en plus, c'est-à-dire, ils forcent les gens à faire des travaux et ils augmentent la TVA. Tu comprends ça? C'est-à-dire, pour eux, c'est une façon de combler leur trou. Ils disent, je vous force à faire des travaux et vous allez m'en payer. C'est-à-dire qu'il y avait une période où, quand tu mettais du double vitrage, je sais, je l'ai fait, tu as obtenu un crédit d'impôt. Donc, tu te disais, bon, quelque part, ça va faire un crédit d'impôt, je change des fenêtres. Maintenant, tu n'as plus de crédit d'impôt, ça va te coûter plus cher en TVA.
Et alors que c'est quand même à une époque où l'énergie coûte cher, le meilleur moyen, c'est quand même effectivement de mettre des bonnes fenêtres et de calfeutrer. Mais l'État est tellement aux abois qu'il va nous forcer à faire des travaux, à faire des trous, et en ayant forcé à faire des trous, il augmentera la TVA sur les trous qu'il nous a forcé à faire. Oui, c'est ça. Donc on revient sur un bitur camembert. Sur le sergent bitur. Voilà. Et le sapeur camembert qui sont voilà. quand même... Voilà, vous me ferez un trou ici, vous me reboucherez avec cette terre. Il faisait un trou, le pauvre camembert, c'était pour y mettre les ordures. Donc une fois qu'il avait mis les ordures... Il ne savait plus où mettre la terre. Il ne savait plus où mettre la terre, ce qui est bien normal. Donc il faut faire un trou pour mettre la terre. Ce que fait l'État, c'est qu'il va faire un impôt sur la terre. Que vous l'avez laissé dehors. Mais c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Mais bien sûr. Tu le vois partout. Et j'en reviens pas parce que tu te dis, mais enfin... Et tout ça, ce sont toujours des atteintes au droit de propriété. Et ce que je me tue à dire aux gens ici depuis 4-5 ans quand même, c'est que vous savez, comme ils vont quand même avoir des problèmes difficiles de fin de mois, l'État, eh bien, je crains beaucoup que la seule chose qui ne puisse pas prendre le train pour Bruxelles, c'est quand même votre immobilier. Hein. Parce que vous pouvez... Si vous partez, vous pouvez emmener toutes vos valeurs mobilières. Hein, Oui, mais tu vois, alors après, il y a immobilier. Je ne sais pas, effectivement, si une maison à Chatou va pas perdre de valeur. Mais l'immobilier dans Paris va être tenu par le Qatar, va être tenu par les Chinois, va être tenu... les appartements pleins de trous, hein. Pas les appartements pleins de trous. Le bel immobilier va être tenu. Donc, on va se retrouver de toute façon avec les prix qui sont absolument hallucinants de 18 000 du mètre carré, 20 000 du mètre carré, des choses qui sont absolument affolants pour des biens haussmanniens de standing, comme on dit. Et effectivement, ensuite, les appartements 2 pièces, 3 pièces, F1, F2, voilà, là vont connaître potentiellement, je pense qu'on pourra arriver à 2 marchés. Il va y avoir 2 marchés, c'est déjà ce qu'on voit un peu partout. Et c'est ce qu'on voit un peu en France, parce que si tu as un beau bien, je sais pas où, à Limoges ou à Clermont-Ferrand, je pense pas qu'il ait connu la même hausse qu'à Paris, quoi. Oui. Donc, ils ont créé aussi une espèce de Nassau riche à Paris, où ils sont tous là. Et maintenant, je crois qu'une fois qu'ils La fameuse théorie des 7 jardins d'enfants, ce qui est un fait. Et une fois qu'ils sont tous là, tu vas pouvoir les coincer. Mais l'embêtant, c'est que c'est eux. Oui. Donc ils vont essayer de coincer ceux qui sont eux tout en n'étant pas eux, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, l'homme d'affaires, il va en prendre plein la tête, l'inspecteur des finances, il aura toujours l'appartement de fonction. Donc ça va être intéressant à voir. Mais donc tout ça, derrière toute cette espèce de manœuvre qui a commencé il y a maintenant en 45 ou en 17 avec les Russes, etc. Il y a une haine pathologique de la propriété comme instrument de liberté. Quelqu'un qui n'aime pas la propriété, il est partisan des camps de concentration. Il terminera toujours avec des camps de concentration. Et le problème, encore une fois, c'est cette atteinte à votre droit de propriété, ça n'est pas de libéralisme. Mais c'est même le contraire. C'est une atteinte. Je crois que la plupart des gens utilisent le mot libéralisme pour, en quelque sorte, démonétiser la seule solution qu'il y aurait à ces atteintes. Et je vais te dire, j'ai l'impression qu'il y a même des directives qui sont passées en haut lieu ces temps-ci pour taper sur le libéralisme absolument partout, parce que je n'ai jamais vu autant d'atteintes portées, c'est le libéralisme, c'est l'hyperlibéralisme, et ainsi de suite, alors que plus fort que jamais en France, tous les principes libéraux n'ont-ils subi de l'atteinte qu'en ce moment. Le droit de propriété, parmi ceux-là, et la résistance à l'oppression aussi. La résistance à l'oppression, par exemple, on a eu aucune résistance à l'oppression lorsqu'on nous empêchait de bouger, on a essayé, mais ça a quand même été difficile. Mais on a essayé. Et on a essayé aussi de pas être vacciné. On a essayé, mais enfin, la résistance... Les atteintes à la liberté d'information, parce que s'il n'y a pas de liberté d'information, tu peux pas calculer la valeur de ton bien. Si tu veux, c'est toujours pareil. L'information, c'est quand même un élément... C'est l'eau dans lequel nage le libéralisme. S'il n'y a pas de liberté d'information, il peut pas y avoir de libéralisme, quoi. Donc une information concurrentielle, et tout ça, ça n'existe plus. Donc on a un vrai problème, mais c'est pour ça qu'on a essayé de faire ce petit truc pour bien expliquer aux gens que il y a quand même cette notion du droit de propriété qui est centrale à nos civilisations, et ça vient pas de Locke, ça vient directement des évangiles. Si vous allez tous les évangiles, les grandes paraboles, c'est toujours défense et illustration du droit de propriété, faut pas déconner. C'est les ouvriers de la 11e heure, ils y sont, les talents, c'est ça aussi. Donc vraiment, tu n'as pas le droit de me dire ce que je dois faire de mon bien, dit le Seigneur au syndicaliste en chef. Donc c'est
comment tu peux dire ça plus fortement? Tu n'as pas à dire ce que je veux faire de mon bien. Si je l'utilise comme je veux. Eh bien, c'est ça qui a porté le droit de propriété. C'est presque une notion sainte. Voilà, écoutez, je pense qu'on terminera sur cette vision de la sainteté. Tu es sûr que tu vas pas nous faire une petite dernière prévision Écoutez, on va faire la prévision de Coluche. Vous savez, l'année prochaine, je vous souhaite une bonne année, mais l'année prochaine sera moins bonne que cette année. Et puis, si voter servait à quelque chose, ça ferait longtemps qu'il l'aurait interdit. Ça fait longtemps qu'il l'aurait interdit, exactement. Voilà. Et ce que disait Dostoïevski, c'est l'argent, c'est de la liberté frappée. Oui. C'est-à-dire, si vous avez de l'argent à vous, et pour lui, il parlait de l'or, en fait, des pièces d'or. Les pièces d'or, c'est de la liberté frappée. Et c'est pour ça que le gouvernement veut prendre le contrôle de la monnaie. C'est que dès qu'ils prennent le contrôle de la monnaie, ils prennent notre contrôle. Ils s'occupent, c'est fini. On n'est plus libre. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé. Je pense que la semaine prochaine sera venu le temps des rires et des chants et de poser des questions. Oui. Donc, je les poserai sur la page dédiée, donc sur YouTube et possiblement aussi sur notre Twitter. Voilà. Merci de nous avoir suivis et puis je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Voilà, merci.